On a tous déjà eu cette impression, non? Ce sentiment que quelque chose cloche, que quelque chose ne tourne pas rond dans nos rapports avec les autres. Eh bien aujourd'hui, on va creuser ça. On va partir d'un symptôme que beaucoup reconnaissent dans leur vie de tous les jours, pour arriver à un diagnostic bien plus vaste, celui de tout un système. Allez, c'est parti. Alors on commence par le symptôme. On va essayer de mettre le doigt sur un phénomène social que beaucoup de gens observent, mais qui reste souvent un peu flou, sans nom officiel. Et cette citation, elle résume parfaitement le cœur du problème. Il y a un vrai décalage. D'un côté, on voit tous les jours des comportements manipulateurs, c'est visible. Et de l'autre, la reconnaissance clinique officielle, elle, a du mal à suivre. C'est ce grand écart, ce fossé entre ce qu'on voit et ce qu'on nomme, qu'on va explorer ensemble. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on? On parle de perversion narcissique. Et attention, ce n'est pas juste un terme à la mode. C'est un schéma psychologique bien précis où les relations humaines deviennent de simples outils pour arriver à ses fins. Ce qui est dingue, c'est que ce phénomène que tellement de gens vivent au travail ou en famille, eh bien, il est largement sous-estimé par les manuels de diagnostic officiels. Et ce qui a vraiment changé, c'est ça, la visibilité. Cette violence psychologique, qui avant restait souvent cachée, confinée dans la sphère familiale, s'est littéralement déversée sur la place publique. L'analyse des sources parle même d'une véritable révolution anthropologique. Ce qui était privé est devenu un spectacle public, un vrai sujet de société. Et c'est là que ça devient systémique. On n'est plus dans des cas isolés. Ces comportements finissent par former une sorte de grammaire sociale implicite. Pensez-y, le management qui vous demande d'être super autonome, mais de suivre des procédures hyper rigides en même temps. Ou la communication politique, qui peut dire une chose et son contraire dans la même phrase. S'adapter à cette logique tordue, ça devient presque une condition pour survivre socialement. Ok, on a posé le symptôme. Maintenant, on va plonger dans la logique qui se cache derrière. Et pour ça, on va utiliser une métaphore centrale, très puissante, qui explique comment notre soi se construit. Alors imaginez qu'il y a deux manières de se construire soi-même. D'un côté, on a ce que l'on pourrait appeler l'arbre de vérité. Lui, il puise sa force à l'intérieur, l'authenticité, la connaissance de soi, l'intégrité. Et de l'autre côté, on a l'arbre de culture, qui est lui complètement tourné vers l'extérieur. Son truc, c'est l'image sociale, la performance, le statut. C'est le masque social, ce que le psychanalyste Carl Jung appelait la persona. Et voilà où tout s'éclaire. La psyché dite perverse, elle, mise absolument tout sur l'arbre de culture. Le soi intérieur, l'arbre de vérité, est complètement sacrifié au profit de l'image extérieure. L'objectif n'est plus d'être authentique, mais de paraître. C'est l'optimisation constante de son rôle social. Bon, maintenant, on va prendre encore plus de hauteur. Pour vraiment comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder le grand cadre historique qui sous-tend tout ça. Et si l'histoire ce n'était pas juste un conflit entre deux forces, comme on l'imagine souvent, l'analyse propose une vision beaucoup plus complexe, une quadrillette éthique. Imaginez plutôt une danse, une dynamique permanente entre quatre grandes forces, quatre archétypes humains fondamentaux, un peu comme les quatre bases de notre ADN qui, en se combinant, créent toute la richesse du vivant. Alors qui sont-ils, ces quatre visages de l'histoire? En premier, on a l'obéissant. Son moteur, c'est la recherche de sécurité dans les règles, la loi. Ensuite vient le guerrier, qui est guidé par l'honneur, la loyauté au groupe. Le troisième, c'est notre fameux narcissique/pervers qui, on l'a vu, se nourrit exclusivement de l'arbre de culture, de l'image. Et enfin, le quatrième, c'est le sage ou l'individué qui, lui, cultive son arbre de vérité en quête de sens profond. Et voilà, on arrive à la thèse centrale de toute cette analyse. Si on a cette impression que la perversion est partout aujourd'hui, c'est parce que cet archétype-là, le narcissique/pervers, est devenu dominant. C'est sa logique à lui qui est devenue la grammaire sociale de notre époque. Et ce qui est fascinant, c'est que ces quatre forces ne sont pas du tout une invention moderne. On les retrouve déjà dans les toutes premières sociétés tribales et on peut même observer leur dynamique chez les grands singes. Du coup, l'histoire, ce ne serait pas tant la création de nouvelles idées que le jeu permanent d'équilibre et de déséquilibre entre ces quatre forces. Et quand l'une domine, les autres ne disparaissent pas pour autant, elles continuent d'exister en arrière-plan, un peu comme des harmoniques en musique. Ok, le constat est fait. C'est un peu sombre, mais alors, on fait quoi? Pour finir, on va explorer une piste pour l'avenir. Et si la solution, c'était de trouver une nouvelle façon de coopérer? Les sources proposent ce concept de coopérons. Il faut voir ça comme des sauts majeurs dans l'évolution. Tout a commencé avec la coopération des cellules pour créer la vie, puis la coopération des individus pour former des tribus, ensuite celle des peuples pour bâtir des civilisations. Chaque étape est un nouveau palier de coopération, de plus en plus complexe. Et la prochaine étape, l'horizon qui se dessine, pourrait être un niveau informationnel, et peut-être même spirituel. Finalement, le chemin à suivre se résume à un choix assez fondamental. D'un côté, il y a la logique de l'avoir, accumuler des biens, du statut, pour être validé par les autres. C'est la logique pure de l'arbre de culture. Et de l'autre, il y a la plénitude de l'être et du relier,
Se construire de l'intérieur, faire grandir son arbre de vérité pour pouvoir ensuite partager de manière authentique avec les autres. Mais attention, cette nouvelle étape de coopération, ce n'est pas juste partager plus de données, plus d'infos. Non, l'enjeu est beaucoup plus profond. Il s'agirait de s'inspirer de l'archétype du sage et d'utiliser nos technologies non pas pour l'image et la performance, mais pour créer des liens authentiques entre nos arbres de vérité et bâtir ensemble une véritable forêt de sens. Et on va se quitter sur cette question qui ramène finalement tous ces grands concepts à un défi très personnel et en même temps très collectif. Dans ce monde saturé d'images, de représentations, quel arbre choisissons-nous de cultiver, de faire grandir en nous et autour de nous ? La réflexion reste ouverte.